Je m'appelle Dalia Karian. J'ai 36 ans et je suis juge fédéral. Jusqu'à ce matin-là, ma famille pensait que j'étais une simple assistante juridique, quelque part dans l'Oregon. Ils n'ont jamais posé de questions. Ils ne s'en souciaient pas assez pour le faire. Ce jour-là, j'étais assise en silence au fond d'une salle d'audience au plafond haut à Raleigh, en Caroline du Nord. Ça sentait le bois verni et le café rassis, et chaque bruit de pas résonnait comme s'il appartenait à quelqu'un de plus important que moi. L'équipe de l'accusation préparait son dossier. Mes parents étaient assis au premier rang, le dos bien droit, chuchotant avec assurance que la sœur de Sloane s'en sortirait, que tout cela n'était qu'un malentendu technique, que leur fille prodige en ressortirait une fois de plus, sans tache. Ils ne savaient même pas que j'étais dans la pièce. Ils ne m'ont pas vu quand j'ai passé la sécurité, ni quand je suis entrée derrière un groupe de jeunes journalistes. Je portais un tailleur gris anthracite sobre et je gardais la tête basse, me fondant dans le décor comme je l'avais toujours fait. Le procès a commencé et, en moins d'une heure, tout s'effondrait déjà. Pas pour Sloane, mais pour le tribunal. Des complications de compétences, des implications fédérales, une fraude financière transfrontalière qui dépassait l'autorité du juge-président. Il y a eu une conversation discrète derrière le banc, une suspension de séance. Puis, le moment où le juge Callaway s'est raclé la gorge, la voix soudainement étouffée. Il a dit « Ce tribunal n'est plus en mesure de siéger sous la compétence actuelle. Nous demandons une assistance immédiate. » Il s'est tourné et m'a regardé droit dans les yeux. « Juge Carian, a-t-il dit, voudriez-vous prendre place au tribunal, s'il vous plaît ?» Je me suis levée. Tous les regards m'ont suivi. Ma mère a eu un hoquet de surprise. Mon père a écarquillé les yeux comme s'il avait vu un fantôme. La bouche de Sloane s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. « Oui, monsieur le juge, » ai-je dit, calme comme de l'eau dormante. Et juste comme ça, la fille qu'ils appelaient autrefois l'invisible s'est avancée vers le devant de la salle d'audience, passant devant les gros titres, devant les mensonges, devant tout ce qu'ils croyaient savoir, pour prendre sa place légitime. Avant que vous n'entendiez toute l'histoire derrière ce moment, si vous avez déjà été abandonné ou blessé par votre propre famille tout en étant forcé de sourire, laissez un commentaire. Je ne raconte pas cela pour me plaindre, mais parce que peut-être que, quelque part, vous avez ressenti ce que j'ai ressenti. Maintenant, laissez-moi vous ramener là où tout a vraiment commencé. J'avais 12 ans la première fois que j'ai compris que j'étais invisible. C'était au printemps de la dernière année de lycée de Sloan. Elle venait de remporter le prix d'excellence du gouverneur, quelque chose de rare et de prestigieux, et mes parents lui ont organisé une fête dans le jardin, comme si elle venait de guérir le cancer. Ballons, traiteurs, guirlandes lumineuses. Ils ont même loué une tente blanche au cas où il pleuvrait. Cette même semaine, j'avais gagné un concours régional d'éloquence pour le club de débat du collège. J'avais imprimé mon certificat moi-même et je l'avais scotché sur le réfrigérateur, juste au-dessus de la liste de courses. Le lendemain matin, il avait disparu. Ma mère l'avait remplacé par une invitation au brunch pour la célébration de Sloane. Quand je lui ai posé la question, elle n'a même pas levé les yeux de son téléphone. « Oh, chérie », a-t-elle dit. « C'est charmant, mais la réussite de Sloane est un honneur au niveau de l'État. Ne mélangeons pas les choses. » C'était toujours ainsi. Sloane brillait, et on s'attendait à ce que je reste dans l'ombre. Elle était plus bruyante, plus étincelante, et plus facile à comprendre. Le genre de fille qui ressemblait à un futur gros titre, tandis que moi, maladroite, observatrice, trop silencieuse, j'étais toujours dans la mauvaise lumière. Je lisais des livres sur le droit constitutionnel avant de dormir et je faisais des schémas de flux pour me détendre. Une fois, en quatrième, j'ai essayé d'expliquer le concept de précédent judiciaire au dîner. Mon père a ri et m'a demandé si j'allais commencer à facturer les gens pour mes cours non sollicités. Sloane a ricané et a dit « Mon Dieu, Dahlia, est-ce que tu t'entends parler ?» Ils ne l'ont jamais vu, mais j'ai arrêté de beaucoup parler après ça. Au lycée, Sloane est devenue un nom national dans le domaine des startups scolaires. Elle a créé une application qui suivait la réduction des déchets sur le campus
et a réussi à en faire une conférence TEDx et à obtenir 3 bourses d'études. J'ai rejoint l'équipe de procès simulé de l'école et j'en suis devenue la capitaine dès la première. Nous étions invaincus. Aucune conversation de dîner ne l'a jamais mentionné. Mon seul refuge était la salle 214, la salle de classe de M. Shepard. Il enseignait le gouvernement américain avec une sorte de révérence, comme si la Constitution était un texte sacré et la logique une forme de prière. Un après-midi, après que je sois restée pour nettoyer le tableau blanc, il m'a regardée et a dit « Tu penses comme une litigatrice, Dahlia. Pas parce que tu es bruyante, mais parce que tu remarques tout ce que personne d'autre ne voit. » Il m'a donné un exemplaire corné de Gideon's Trumpet. Je l'ai lu en 2 nuits, et je n'ai plus cessé de rêver après cela. L'université a été ma porte de sortie. J'ai obtenu une bourse complète pour l'Université de Caroline du Nord à Chapel Hill, et je n'ai jamais regardé en arrière. Je ne suis pas rentrée pour Thanksgiving. Je ne leur ai pas dit que je postulais à la faculté de droit de Yale. Quand la lettre d'acceptation est arrivée, je l'ai pliée dans mon journal et je suis allée marcher sous la pluie. Je voulais hurler, célébrer, mais il n'y avait personne à qui le dire. Maria, ma colocataire, a été la première personne à prononcer les mots à voix haute. « Tu es brillante », m'a-t-elle dit, fixant le tableau blanc que j'avais rempli de résumés d'affaires. C'est terrifiant, mais aussi, je ne sais pas, plutôt beau. Nous sommes devenus inséparables. Je lui ai tout raconté sur Sloane, les fêtes, les silences. Elle a écouté comme si cela avait de l'importance, et cela en soi a tout changé. La faculté de droit a été brutale, mais j'ai prospéré dans le calme. Les stages d'auxiliaire juridique sont venus. Un stage fédéral à Washington a mené à une nomination discrète en tant que juge de circuit dans une division spécialisée dans la fraude interétatique à 34 ans. Mon nom n'était pas public, mon tribunal ne publiait pas de photos. Le travail était confidentiel, assez sensible pour que même certains amis n'en connaissent pas toute l'ampleur. Cela me convenait car, à Charlotte, ma famille pensait toujours que je travaillais comme chercheuse juridique. Ma mère l'a une fois décrit à son amie à l'église comme « aider les avocats à classer des documents ». Je l'ai laissé faire. Après tout, qu'est-ce que cela importait? Les seuls applaudissements qui m'aient jamais importé venaient d'une autre pièce. Une salle d'audience. Une que j'avais gagnée par moi-même. Et pourtant, une partie de moi souhaitait toujours qu'il demande. Juste une fois. Juste assez pour prouver que je n'avais pas complètement disparu. Il y a 2 ans, Sloane m'a appelé à l'improviste. C'était la première fois que j'entendais sa voix depuis plus d'1 an. J'étais dans mon bureau en train d'examiner un dossier scellé quand mon téléphone s'est éclairé avec son nom. Je l'ai fixé pendant 10 secondes complètes avant de répondre. « Dahlia », a-t-elle dit joyeusement, comme si de rien n'était. « J'ai besoin d'un service. » Évidemment. Elle avait lancé une entreprise de technologie financière, quelque chose à propos d'algorithmes d'investissement éthiques. Cela avait pris de l'ampleur, levé des millions et l'avait placé sur une liste des 30 de moins de 30 ans. Mes parents ont encadré la couverture du magazine. Je l'ai appris quand Maria m'a envoyé une capture d'écran avec la légende. Elle se prend toujours pour un génie, hein? Maintenant, Sloane avait besoin d'aide pour examiner quelques documents juridiques. Juste un coup d'œil rapide, a-t-elle dit. Tu as toujours été douée pour ce genre de choses. Je ne lui ai pas rappelé que j'étais une juge fédérale en exercice. Je ne l'ai pas corrigée quand elle a appelé cela mon passe-temps juridique. Au lieu de cela, j'ai accepté parce que j'étais curieuse et parce que, bêtement, une partie de moi voulait encore qu'elle me voie. Elle m'a envoyé une pile de contrats. Ils étaient truffés d'incohérences, de failles qui auraient pu faire échouer son tour de table. J'ai passé 3 week-ends à les éplucher, à recouper les codes de conformité fédéraux et à annoter chaque faille critique. Je lui ai renvoyé un mémo de 15 pages. Elle n'a pas répondu. Une semaine plus tard, j'ai vu un clip vidéo de sa présentation au conseil d'administration. Elle se tenait devant les investisseurs, souriante, et disait « J'ai identifié quelques problèmes structurels dans les contrats. Mes instincts ont pris le dessus, j'imagine. » J'ai regardé les applaudissements. Je les regardais briller,
et je n'ai ressenti que de la glace. Je ne m'attendais pas à une reconnaissance publique, mais je m'attendais à un SMS, un appel, quelque chose. Au lieu de cela, elle a posté à ce sujet sur LinkedIn: Faites confiance à votre instinct, surtout quand les enjeux sont élevés. Mes parents ont inondé les commentaires d'émojis de flammes et de réactions, tellement fiers de toi. Mon père m'a envoyé un email le lendemain avec un lien. Objet. Tu vois ce que fait ta sœur? Pas de message, pas de comment vas-tu? Juste un lien hypertexte vers son succès. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas mentionné le mémo. Je ne leur ai pas dit que j'avais été nommée pour superviser une partie d'un groupe de travail fédéral sur la fraude financière ou que j'avais été citée dans 3 revues juridiques au cours de l'année écoulée. Rien de tout cela n'aurait eu d'importance. En tout cas, pas pour des gens qui n'avaient jamais vu de valeur dans ce qu'ils ne pouvaient pas exhiber lors de dîners mondains. Mais le pire est arrivé 6 mois plus tard. J'ai entendu des rumeurs par les canaux judiciaires que l'entreprise de Sloan faisait l'objet d'une enquête. Alerte de la Commission des opérations de bourse, bénéfices gonflés, rapport trompeur aux investisseurs. Sa start-up éthique était, ironiquement, un château de cartes. Au début, je n'ai rien dit. J'ai gardé la tête basse, concentrée sur mon calendrier. Puis, j'ai reçu un dossier scellé, un aperçu préliminaire de compétences judiciaires, avec le nom Sloan Thatcher en gras sur la première page. Mon estomac s'est noué. Je me suis récusée immédiatement, j'ai rempli le formulaire de conflit d'intérêts et j'ai envoyé une note privée à mon juge en chef pour tout expliquer. Je m'attendais à être totalement écartée de l'affaire. Mais au lieu de cela, j'ai été placée en attente en tant que juge consultante, au cas où l'affaire nécessiterait une supervision fédérale. C'était une pratique courante, mais dans ce cas, c'était comme une arme chargée prête à exploser. Des semaines ont passé. L'affaire avançait sous la compétence de l'État. Mon nom n'est jamais apparu sur aucun dossier public jusqu'à ce que tout s'écroule. Un vide juridique de compétence. Des lois fédérales sur la fraude invoquée. Le juge-président était bloqué. Mon téléphone a sonné. Vous allez peut-être devoir intervenir, a dit calmement la greffière. Et juste comme ça, j'ai su que ma famille allait découvrir exactement qui j'étais devenue, et je ne leur devais absolument rien. Le palais de justice de Raleigh était austère et froid, tout en pierre, en verre et en acier, un lieu construit pour être inébranlable. Ce matin-là, le soleil filtrait à peine à travers les vitres teintées, alors que je passais la sécurité sans hésitation. Pas de robe, pas de personnel, juste moi, un tailleur gris anthracite sobre et un badge qui ouvrait des portes dont la plupart des gens ignoraient l'existence. Je ne suis pas entrée par l'entrée principale. Les juges consultants sont discrets. Nous n'attirons pas l'attention sauf si nécessaire. On m'avait demandé d'observer depuis le fond de la galerie et d'intervenir seulement si les questions de compétence atteignaient un point critique. C'était rare. Cela n'arrivait presque jamais. Mais ce matin-là, c'est arrivé. Sloan était assise à la table de la défense, flanquée de 2 avocats dans des costumes coûteux. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés, sa posture composée. Pour un œil non averti, elle avait l'air confiante. Mais j'ai vu le tremblement de ses doigts, la crispation de sa mâchoire. Elle savait que les murs se rapprochaient. Mes parents étaient assis directement derrière elle. Ma mère serrait un collier de perles qui ne s'accordait pas tout à fait avec son chemisier. Mon père restait rigide, hochant la tête de temps en temps comme s'il croyait encore que tout cela était indigne d'eux. Il ne m'avait pas vue. Quand un journaliste local a interrogé ma mère sur l'affaire, elle a souri comme s'il s'agissait d'un malentendu. Sloan est notre fierté, a-t-elle dit. Notre fille cadette? Eh bien, elle est plus réservée. Pas vraiment faite pour ce genre de pression. Je n'ai pas bronché. L'accusation a présenté les preuves dans un ordre glaçant. Des rapports financiers falsifiés, des indicateurs de revenus trafiqués, des enregistrements privés de Sloan promettant des rendements farfelus aux investisseurs. L'un des jurés a visiblement reculé d'horreur. Puis, c'est arrivé. Le procureur principal a présenté de nouvelles pièces à conviction, des emails traversant les frontières de l'État impliquant des virements bancaires qui déclenchaient les lois fédérales. L'attitude du juge Callaway a changé.
Il a demandé une suspension de séance. Dans le couloir, je l'ai entendu au téléphone avec le juge en chef. C'est au-dessus de mon autorité, a-t-il dit. Nous sommes en territoire fédéral. J'ai besoin de l'autorisation pour demander le juge de réserve. La greffière est apparue quelques minutes plus tard. C'est à vous, a-t-elle dit doucement. Quand l'audience a repris, la salle était tendue, les journalistes chuchotaient. Mes parents se sont penchés en avant. Le juge Callaway s'est levé. Cette affaire relève désormais de la compétence fédérale, a-t-il annoncé. Nous invoquons la présence d'un juge consultant prédésigné pour ce circuit. Puis il s'est tourné vers le fond. Juge Karian, voudriez-vous prendre place au tribunal, s'il vous plaît? Une vague de silence a écrasé la salle. Je me suis levée. Mes talons claquaient contre le sol carrelé avec un rythme précis, sans précipitation. Ma mère s'est retournée brusquement sur son siège. La bouche de mon père s'est entr'ouverte. Ses yeux se sont plissés entre l'incrédulité et la reconnaissance. Sloane est devenu livide. Je me suis approchée du banc. Oui, monsieur le juge, ai-je dit calmement. Veuillez vous lever, a annoncé l'huissier d'une voix ferme. Le tribunal s'est levé. Pour moi. J'ai pris place derrière le bureau surélevé, le monde basculant sur un nouvel axe. Le dossier devant moi m'était familier. L'affaire que j'avais suivie silencieusement depuis l'ombre. Maintenant, c'était à moi de statuer publiquement. Ce tribunal siège désormais sous la compétence fédérale, ai-je déclaré. Toutes les motions précédentes seront réexaminées. Que le procès-verbal reflète la transition. L'accusation a continué avec une force renouvelée. La défense a bafouillé, manifestement non préparée à ce changement. J'ai tranché avec clarté, sans hésitation. Chaque objection a été traitée. Chaque référence au Code fédéral a été livrée avec précision. Sloane ne m'a pas regardé au début, mais pendant la deuxième suspension, elle m'a trouvé dans le couloir. Sa voix était tranchante, presque désespérée. « Dahlia, comment as-tu pu me faire ça ?» J'ai croisé son regard, froid et inébranlable. « Je ne te fais rien du tout, » ai-je dit. « Tu as construit ce mensonge, et maintenant il s'effondre. » Elle s'est approchée. « Tu es censée être ma sœur. »« Non, » ai-je dit. « C'est toi qui étais censée être la mienne. » Derrière elle, notre mère s'est approchée. Sa voix était fragile, aiguë. « Dahlia, s'il te plaît, tu ne comprends pas ce que cela va faire à notre famille. » Je l'ai regardée droit dans les yeux. « Vous ne vous êtes jamais soucié de la famille quand vous m'avez effacée. » Elle n'a rien dit. Mon père se tenait à distance, silencieux, observant et pour la première fois, me voyant réellement. Le verdict est tombé plus vite que prévu. 3 jours. C'est tout ce qu'il a fallu. Le jury a délibéré pendant à peine 6 heures avant de revenir, les expressions sombres, les yeux évitant ceux de Sloane. J'étais assise au tribunal, ma robe impeccable, le maillet reposant silencieusement à côté de moi. La salle semblait retenir son souffle. Sur le chef d'accusation de fraude aux valeurs mobilières, le président du jury a lu. Nous déclarons l'accusé coupable. Sloane n'a pas bronché, pas extérieurement, mais j'ai vu sa gorge se nouer une fois, comme si elle avalait ses dernières illusions. Sur le chef d'accusation de fraude télématique, coupable. Ma mère a émis un petit bruit d'étouffement. Sur le chef d'accusation de complot en vue de frauder les investisseurs, coupable. Mon père restait immobile comme une pierre. Sloane a tourné légèrement la tête, juste assez pour me regarder. Pas avec de la rage, pas avec de la honte, juste de l'incrédulité. Comme si, au fond d'elle, elle croyait encore être intouchable. Mais la loi ne se soucie pas des rôles familiaux. Elle ne se soucie que des faits. J'ai lu la sentence prescrite par la loi. Peine minimale, pas de caution en attendant l'appel, transfert vers un centre de détention fédéral. Ma voix était égale, mesurée, impitoyable dans sa neutralité. Quand la séance a été levée, les caméras ont surgi, les journalistes criaient des questions, les flashs crépitaient partout, mais je ne les ai pas regardés. Je suis retournée seule dans mon bureau, j'ai fermé la porte, laissant le silence m'envahir. 5 minutes plus tard, mon téléphone a vibré. Un message vocal. Ma mère. Sa voix tremblait dans le haut-parleur.
Dahlia, nous ne savions pas, nous n'avions pas réalisé. Nous sommes désolés. Je l'ai supprimé avant qu'elle ne finisse. Pas par cruauté, mais par souci de clarté. Ils avaient eu des décennies pour me demander qui j'étais, ce que je construisais, qui j'étais devenue. Ils ne s'en sont jamais souciés jusqu'à ce que je sois assise au-dessus d'eux. Plus tard dans la nuit, j'ai rejoint Maria dans un petit club de jazz près de South Street. Elle a levé son verre avant même que je m'assoie. Au juge Carrion, a-t-elle dit avec un sourire. Purée, tu as brisé toute l'illusion d'un seul coup. Je n'ai pas souri. Pas encore. Il ne s'agissait pas de briser quoi que ce soit, ai-je dit. Il s'agissait de sortir de l'ombre dans laquelle il m'avait laissée. Elle a hoché la tête. Et maintenant? J'ai regardé autour de moi. Personne ne savait qui j'étais ici. Pas de photographe, pas de chuchotement, juste une femme dans un bar tranquille, enfin, libérée de la quête d'applaudissements qui n'avaient jamais compté. Je construis quelque chose de mieux, ai-je dit. Maria s'est penchée en arrière, satisfaite. C'est la version de toi qu'ils n'ont jamais vue venir. Nous sommes restés assises en silence, laissant la musique remplir l'espace où se trouvaient autrefois de vieilles blessures. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai décliné chaque demande d'interview. Je n'ai publié aucune déclaration. J'ai laissé les gros titres suivre leur cours. Une juge révélée comme étant la sœur d'une PDG condamnée. L'affaire Carrion suscite un débat sur l'éthique. Mais je ne les ai pas lus. Je n'avais pas besoin de leur validation. J'avais déjà fait la paix avec le seul jugement qui ait jamais compté, le mien. Puis, un vendredi après-midi, j'ai reçu une lettre manuscrite de M. Shepherd. L'enveloppe était décolorée sur les bords, l'écriture toujours vive. Dahlia, j'ai vu le procès. J'ai reconnu ta voix dès que tu as statué sur cette première objection. Tu avais toujours cela en toi. Un pouvoir tranquille. Une justice qui ne crie pas. Je suis fière. Plus que je ne peux le dire. Post-scriptum. Je garde toujours ce vieux tableau blanc dans mon garage. J'ai tenu la lettre à deux mains pendant un long moment. Et puis, j'ai pleuré. Pas pour ce qui était perdu, mais pour ce qui avait enfin été irrévocablement trouvé. Pas la reconnaissance, pas la vengeance, mais la libération. Un an a passé. L'affaire a disparu des gros titres, remplacée par de nouveaux scandales, de plus jeunes PDG, un chaos plus bruyant. Mais pour moi, tout avait changé. Tranquillement, irrévocablement, j'ai commencé à faire du mentorat. Cela a commencé avec une seule étudiante en droit, Nia, 23 ans, brillante, terrifiée par sa propre voix. Elle me rappelait moi-même. Je l'ai aidée à structurer son premier argumentaire. Elle a trébuché la première fois, puis a réussi la deuxième. À la troisième, elle se tenait plus droite. Le bouche à oreille a circulé. Bientôt, il y avait 7 femmes dans mon bureau un vendredi sur 2. Des femmes qui avaient été ignorées, sous-estimées, à qui on avait dit de sourire davantage ou d'être réalistes. Je ne leur ai pas appris à être plus bruyantes. Je leur ai appris à être précises, stratégiques, inébranlables. Nous ne parlions pas de Sloane. Elle purgeait sa peine en Virginie occidentale. Sécurité minimale. Je lisais les mises à jour trimestrielles comme des bulletins météo, impersonnels, distants. Je ne ressentais pas de triomphe, seulement de la distance. Comme regarder un navire disparaître dans le brouillard. Mes parents ont essayé de me joindre 3 fois de plus. Une lettre, une carte de vœux, un message vocal. Je n'ai jamais répondu. Certaines fractures n'ont pas besoin d'être réparées. Elles doivent rester brisées pour protéger ce qui est enfin entier. À l'anniversaire du verdict, j'ai marché seule dans les couloirs du palais de justice. L'endroit était calme. Vendredi après les heures de bureau, ascenseur vide, bruit de pas résonnant. Je me suis arrêtée devant la salle d'audience numéro 3, là où tout avait changé. Puis je l'ai entendu. Une voix douce derrière moi. Juge Carrion. Je me suis retournée. Une jeune fille d'à peine 16 ans se tenait là nerveusement, en blazer d'école. Son professeur attendait à proximité. « J'ai vu votre nom sur la plaque », a-t-elle dit. « C'est vous qui avez… »
J'ai hoché la tête avant qu'elle ne finisse. Oui, c'est moi. Elle s'est mordu la lèvre. Je veux devenir juge un jour, mais les gens disent que je suis trop silencieuse. J'ai souri doucement, puis j'ai dit « Laisse-les parler, et toi, continue de construire. » Ses yeux se sont éclairés tandis qu'elle s'éloignait. Je suis restée là un moment de plus. Il n'y a pas de défilé pour les femmes comme moi, pas de statut, juste la satisfaction tranquille de ne pas disparaître, de transformer le silence en loi et les ombres en fondation. Il m'appelait autrefois l'invisible, mais maintenant, quand je parle, les salles se lèvent. Nice to meet you. Hi, Chulo. No, he's actually a Norwegian elk hound. Oh, there we go. Jeez. Figure it out. Okay, once I get these chests, I'm teleporting the hell out of here. Poison axe. Sure, I don't even know what that is. I just picked up. Oh, I'll pick that though. Ooh, yes. All right. Cecil, get us out of here. Oh, really? Yeah, no, he's a Norwegian elk hound who often gets mistaken for a German Shepherd and Husky mix, but no, he's not. He's a purebred Norwegian elk hound. Alright, let's... I need a... Oh yeah, I can rest in my ship. Thank you. Hi, good stuff. Where am I? Oh. How are you, good stuff? Hi, Leo. Oh, I can't save in my ship? Oh yeah, I need to head to this guy. I have way too much crap. Ridiculous. I don't need that. Oh, I should probably teach her that. Okay, there's so much stuff in here. Deposit, 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 deposit. I don't need 3 of these. I don't think anyone's wearing these.
I don't think I really need a rod. I don't need any of the staffs either. I'm not sure if Sit's gonna come back or not, so I'll just leave those there for now. Honestly, I'm gonna put these away. I don't really use them. The longer lasting. Hi, Nina! Oh my god. How are you, Nina? Put those away. Actually. Let's save here. And then let's head over to the moon. And then we're gonna go explore some of those optional caves. Hi, trader! Oh my god, Nina! Wait, Nina, I didn't tell you. I didn't tell anyone, actually, except for, like, Daily and Grant. I watched, Edgerunners yesterday. I started Edgerunners, and I finished it as well. I feel like I have a hot take, though, with Edgerunners, so... Can I land here? I can't remember if I can. I thought it was okay. I didn't love it, to be honest. Oh wait, this is where I have to go. This way. Hold up. I just thought it was okay. I found the pacing of the show to be really... Like, that was my biggest complaint about the show, was the pacing. I felt like it was way too fast. Like, there were just so many, like, cuts and transitions into, like, different scenes that would only last about 5 seconds, 5 to 10 seconds, and I'm just like, okay, that was... I don't know, it just kind of... It made it hard to keep up with the story, if that made sense. I am still getting my ass kicked. Wait, why did I heal? I can see why people love the show. But personally,
I just thought it was okay. I'm also not, like, I didn't really care for the main characters as much. Except, you know what, I will say, I did like David during the first episode. Like, I really felt for him and like what he was going through. But as the show like progressed, I started caring for him less. I did like, I liked Becca a